Nous allons voir ici la correction du test numéro 14. Alors n'hésitez pas au cours de cette vidéo à mettre sur pause pour avoir le temps de bien regarder toutes les différentes étapes du calcul afin de donner la bonne réponse à chaque question qui était posée. Question numéro 1. On vous demande que vaut la pression au point A mais exprimée en kilopascal. Ce qu'il faut voir, c'est que le point A se trouve à la surface de l'eau et que cette surface est en contact avec l'air à la pression atmosphérique. On vous donne la valeur de la pression atmosphérique. Donc ici les pièges. Il fallait voir que 1 bar c'était 1 10 puissance 5 pascal puisque la pression atmosphérique était donnée en bar. Et il faut savoir que 1 kilopascal c'est 1000 pascal. Question numéro 2, on vous demande de convertir le débit massique qui est de 625 grammes par seconde en kilogrammes par minute. Pour bien réussir à donner le résultat correct, il faut absolument faire en 2 étapes. Dans un premier temps, ce 625 grammes par seconde, vous allez l'exprimer en kilogrammes par seconde, sachant que 1 kg c'est 1000 grammes. Donc ce débit massique de 625 grammes par seconde, c'est 0,625 kg par seconde. Et ensuite, vous vous dites que si jamais ce robinet, il donne 0,625 kg en une seconde, mais que vous faites couler cette eau pendant 1 minute, bien sûr, en 1 minute, on récupère 60 fois plus d'eau qu'en 1 seconde. Donc le débit de ce robinet exprimé en kilogrammes par minute, c'est 0,625 multiplié par 60. Pour la pression au point B, il faut regarder le schéma et on voit qu'on a 7,5 mètres d'eau au-dessus du point B. Ou si vous voulez, il y a 7,5 mètres d'eau qui séparent le point B de la surface. Donc on va appliquer la relation du principe de l'hydrostatique. La pression au point B, c'est la pression qui est exercée à la surface de l'eau, en haut, plus ρg fois la hauteur d'eau qui sépare le point B de la surface. Et on trouve 1,71 10 puissance 5 pascal en utilisant cette formule. Comme on vous demande la valeur en hectopascal, et qu'un hectopascal c'est 100 pascal, vous avez facilement le résultat. Ici, question numéro 4, on doit convertir un débit volumique 45,6 litres par seconde en mètres cubes par heure. Toujours le même réflexe, faire en 2 étapes. 45,6 litres par seconde, comme 1 mètre cube c'est 1000 litres, ça fait donc 0,0456 mètres cubes en 1 seconde. Si ce robinet, au lieu de couler pendant 1 seconde, il coule pendant 1 heure, en 1 heure, on en récupère 3600 fois plus. Donc, il faut multiplier le résultat précédent par 3600 pour obtenir le débit en mètres cubes par heure. Pour la question numéro 5, on ne va pas passer trop de temps, c'est exactement le même principe que pour calculer la pression au point B. Bien sûr, il fallait voir ici que la hauteur qui séparait la surface de l'eau du point C, c'était 42 mètres moins 13 mètres. Et il fallait voir qu'on vous demandait de donner la valeur de la pression en hectopascal. Pour la question numéro 6, on a un débit qui est exprimé en mètres cubes
par seconde et on veut l'exprimer en mètres cubes par heure. Si ce robinet donne 32,3 mètres cubes d'eau en 1 seconde, il faut dire que c'est un gros robinet dans ce cas-là, on va dire que c'est une lance à incendie, même encore pire, quelque chose de plus costaud. Donc on a un débit volumique de 32,3 mètres cubes en 1 seconde. Si on laisse cette lance projeter de l'eau pendant 1 heure, on en récupère 3600 fois plus. Donc 32,3 multiplié par 3600, le débit volumique est de 1,16 10 puissance 5 mètres cubes par heure. Pour la question numéro 7, on vous demande de calculer la pression au point D. Alors effectivement, cette question est un petit peu compliquée parce que ce n'est pas toujours très facile de voir qu'au-dessus du point D, en fait, il faut considérer cette hauteur d'eau qui est indiquée par la flèche. Car la pression de l'eau en D résulte justement de cette différence de hauteur, c'est-à-dire 42 mètres moins 13 mètres. Donc finalement, on se rend compte que la pression au point D est exactement la même que la pression au point C. On applique la relation du principe de l'hydrostatique qu'on avait utilisé pour le point C, mais ici au point D, il faut exprimer la pression en pascal, donc on s'arrête ici et on trouve que la pression au point D est de 3,81 10 puissance 5 pascal. Pour la question numéro 8, nous avons à convertir un débit volumique de 1,34 litres par minute en mètres cubes par seconde. 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Conclusion, 1,34 litres par minute, c'est la même chose que 1,34 divisé par 1000 mètres cubes par minute. Comme en 1 seconde, on récupère 60 fois moins d'eau qu'en 1 minute, le résultat précédent, cette fois-ci, il faut le diviser par 60. Et on trouve donc un débit volumique de 2,3310-5 mètres cubes par seconde. Pour la question numéro 9, la pression au point E, il y a 42 mètres qui séparent le point O de la surface de l'eau. On applique la relation du principe de l'hydrostatique. Et on trouve facilement la pression au point E. Attention, on vous demande d'exprimer cette pression en kilopascal. Et 1 kilopascal, c'est 1000 pascal. Pour la question numéro 10, on doit convertir un débit volumique en débit massique. Donc, soit on se souvient de la formule dm égale ρdv. Alors bien sûr, cette formule fonctionne avec ρ qui vaut 1000 kg par mètre cube, c'est la masse volumique de l'eau. Donc dm égale ρ fois dv. Le dm, il faut qu'il soit en kg par seconde et dv en mètre cube par seconde. Mais ça, c'est un petit peu une usine à gaz parce que si on regarde bien, on a un débit volumique qui vaut 6,75 litres par seconde. Or, 1 litre d'eau, c'est la même chose que 1 kg d'eau. Donc, si le débit volumique est de 6,75 litres par seconde, on peut tout de suite affirmer que son débit massique est de 6,75 kg par seconde. Nous, on doit exprimer ce débit en 1 heure. Or, en 1 heure, on récupère 3600 fois plus d'eau qu'en 1 seconde. Donc, le débit massique est de 6,75 fois 3600. On trouve 2,43 10 puissance 4 kg par heure. Pour la question numéro 11, à moins 273,15 degrés C, on est au zéro absolu, c'est-à-dire 0 Kelvin, et à cette température, qui bien sûr est une température qu'on ne peut pas obtenir en vrai, elle est beaucoup trop basse, on ne peut pas complètement avoir le zéro absolu, eh bien les molécules, par définition, sont complètement immobiles. Pour la question numéro 12,
on vous demande si c'est vrai que lorsque l'eau s'évapore au contact de votre peau, ça veut dire que votre peau reçoit de la chaleur. Eh bien non. Pour évaporer de l'eau, il faut fournir de l'énergie. Cette énergie vient d'où? Elle vient de votre peau, qui est plus chaude. Donc, ça veut dire que votre peau cède de la chaleur et n'en reçoit pas. Pour la question numéro 13, on vous demande si un manomètre qui est placé dans une pièce où il règne la pression atmosphérique et qui indique 0, c'est un manomètre de pression relative ou de pression absolue. Un manomètre de pression relative mesure la pression qui règne au-dessus de la pression atmosphérique. Donc, si le manomètre que vous avez indique 0 alors que vous le placez à la pression atmosphérique, ça veut dire qu'il ne mesure rien au-dessus de la pression atmosphérique. C'est donc un capteur de pression relative. Question numéro 14. À 1 mètre de profondeur, la pression qui règne dans l'eau d'une piscine ne dépend pas de la taille de la piscine. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien c'est vrai, parce que la pression qui règne sous l'eau ne dépend que de deux choses, de la profondeur d'immersion sous l'eau et de la pression atmosphérique qui règne à la surface de l'eau, à l'extérieur. Et dans la relation du principe de l'hydrostatique, on n'utilise absolument pas la quantité d'eau qu'il y a dans la piscine. C'est-à-dire que si jamais vous êtes à 1 mètre sous l'eau dans une très grande piscine ou à 1 mètre sous l'eau dans une toute petite piscine, vous aurez la même pression. Question numéro 15. Quand on fait bouillir de l'eau, on casse dans les molécules d'eau les liaisons entre les atomes d'oxygène et d'hydrogène. Eh bien c'est faux, il y a un petit piège dans cette question. Car dans les molécules d'eau, on ne casse rien. Nous, ce que l'on casse, c'est des liaisons entre les molécules. Ce sont des liaisons particulières qui s'appellent des liaisons hydrogènes. Ce sont des liaisons qui attirent les atomes d'hydrogène d'une molécule d'eau à l'atome d'oxygène d'une autre molécule d'eau. Donc on ne casse rien dans la molécule. La réponse à cette question, c'est donc faux. Question numéro 16. Est-ce que partout sur Terre, l'eau bout à 100 degrés? C'est faux. Si par exemple on va en montagne, on gravit un sommet, eh bien, quand on monte en altitude, la pression atmosphérique diminue parce qu'on a moins d'air au-dessus de la tête, de la couche de l'atmosphère. Donc en montagne, la pression est plus faible qu'au niveau de la mer. Or, la température d'ébullition de l'eau dépend de la pression. Donc par exemple, en montagne, vous pouvez très bien avoir de l'eau qui bout à 90 degrés ou à 80 degrés. Pour la question numéro 17, on vous demande s'il est très facile d'obtenir de l'eau liquide à 1 degré dans un récipient avec en même temps de l'eau solide à 1 degré. Alors, de l'eau liquide à 1 degré, certes, mais alors de l'eau solide à 1 degré, avoir facilement de l'eau solide à 1 degré, c'est pas le cas. Donc c'est non. Question numéro 18. Quelle quantité de chaleur il faut prélever à cette eau liquide à 0 degré pour l'amener dans un état solide à 0 degré? C'est uniquement un changement d'état. Il n'y a pas de variation de température. Donc un delta T, ça n'a pas de sens, puisque si on part de 0, on va jusqu'à 0. Donc ça, c'est un moyen mnémotechnique. Dans la formule, il ne faut pas qu'il y ait du delta T. Vous avez deux formules que vous avez vues. C'est Q égale MC delta T et Q égale M fois L. Bon, le delta T n'a pas de sens puisqu'on part de 0, on va jusqu'à 0. Conclusion, la formule qu'il faut prendre, c'est Q égale M fois L, avec L, l'enthalpie de changement d'état. Attention, il faut bien mettre la masse en kilogrammes et regarder l'unité de l'enthalpie qu'on vous donne. Donc ici,
on trouve qu'il faut 1,22 10 puissance 3 kJ à prélever à l'eau liquide pour la solidifier. Pour la question numéro 19, on a de l'eau liquide à 75 degrés et on a après de l'eau liquide à 19 degrés. On demande quelle quantité d'énergie thermique, de chaleur, il faut prélever à cette eau pour réaliser cette opération. Vous connaissez deux formules, Q égale mc delta T, Q égale F fois L. Est-ce qu'ici il y a un delta T qui existe? Bah oui, on part de 75 et on arrive à 19. Est-ce qu'il y a un changement d'état? Non. Donc, la formule à utiliser, c'est Q égale mc delta T. Attention, on vous donnait ici 250 g d'eau. Il faut mettre ça en kilogrammes. Donc ça fait 0,250 kg. Alors pourquoi il faut le mettre en kilogrammes? Parce que le C de l'eau est donné en joules par degré kilogramme. C de l'eau liquide vaut ici 4180 joules par degré kilogramme. Et enfin, la dernière question, quand on passe de l'état solide à l'état liquide, eh bien, c'est une fusion.